Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être là en ce dimanche après-midi pour cette 39e foire du livre avec une table ronde autour des livres, de la passion de la lecture et de l'art de raconter des histoires. Pierre Louty, bonjour. Avec ce livre qui est une fresque sociale, historique, sentimentale, avec ces personnages dont Antoine, dont Georges Flacassier, qui traversent le siècle. Gisèle Geller, bonjour. Bonjour. C'est votre premier roman, L'imbécile et l'encyclopédie, chez Brandon Éditions. Un livre, je vous le disais avant, d'une incroyable fantaisie. Je crois qu'on a besoin en ce moment, avec une galerie de personnages formés sur l'idée de la contrainte alphabétique. Et cette contrainte-là vous permet d'avoir beaucoup de liberté. Pierre Louty, j'avais une première question. À la fin de votre roman, il est question d'une foire du livre. Est-ce que pour vous, la foire du livre, de manière générale, c'est l'occasion aussi de rencontrer ses lecteurs et de partager cette passion commune qu'est la littérature? Je crois que pour les écrivains, c'est une formidable occasion parce que voilà 34 ans que je suis venu pour la première fois à Brive-la-Gaillarde. Et moi, le Haut-Viennois, le petit écrivain du Haut-Limousin, j'ai vu cette foule immense autour des livres. Et je crois que la passion des livres, elle naît aussi au cœur de la foire. Et nous sommes là, disons, au cœur de la culture populaire, de nos racines profondes. Et moi, je suis toujours un passionné de Brive. Et l'année dernière, on a été privé. Mais cette année, on retrouve ce public, ces lecteurs, cette amitié autour du livre. Vous, Gisèle Geller, c'est votre premier roman. Et donc, votre premier Brive. Qu'est-ce que ça représente pour une autrice, la foire du livre, et d'autant plus la foire du livre de Brive? J'ai l'impression de vivre depuis 2 jours et demi quelque chose comme un rêve. R comme rêve, ça pourrait être ça. Un rêve parce que je suis d'abord à une table où il y a le prix Goncourt. Et moi, c'est mon premier roman. Alors je le vois qu'il y a devant lui des dizaines de personnes qui l'attendent. Et moi, il faut que j'accroche les personnes qui auraient éventuellement envie de lire mon imbécile. Voilà, mais c'est magique, c'est magique. Votre imbécile, d'ailleurs, qui a une manière très à lui de parler des mots. Il dit la chose suivante, le narrateur parle de l'imbécile, son bonheur, c'est d'empiler les mots, de les croiser, de les décroiser. Il aime les regarder comme le ferait un joaillier d'une pierre précieuse. Les mots sont pleins de facettes. Ils sont des secrétaires aux tiroirs secrets, aux sonorités qui claquent et chantent. On peut les emboîter, les empiler comme on le fait d'un jeu de construction. Pour lui, les mots ont une existence propre, ils sont autonomes. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette façon de voir les mots qui auraient leur vie propre et qu'il faudrait juste ensuite accompagner et les mettre dans un livre? J'ai l'impression, quand j'écris, que les mots m'échappent. Les mots, ils sont tous des mots fugueurs. Et les mots fugueurs, il faut qu'on les attrape pour les mettre sur du papier et leur dire surtout, t'arrêtes de bouger. Parce que si on lit une phrase, on va la relire et on se dit non, c'est pas ça que j'ai envie d'écrire. Donc on va chercher le mot qui sonne, le mot qui prend sa place, le mot qui est juste, le mot qui va être gourmand, le mot qui va faire saliver le lectrice ou la lecteur, et le mot qui va faire comme une musique. J'aime bien dire que j'ai envie d'écrire comme je pourrais écrire une partition de musique. La lecture, c'est quelque chose qui doit enchanter les oreilles. Et le lecteur doit pouvoir se dire, c'est comme une chanson. Et moi, j'ai envie de penser que si les gens peuvent lire mon livre, ils vont avoir une musique agréable à leurs oreilles. Vous, Pierre Louty, dans Les Vendanges de l'amour, il y a cette idée aussi d'une musique, de la musique du XXe siècle, puisque vos personnages traversent le siècle. Quel rapport vous entretenez aux mots? Est-ce que les mots aussi, ils ont leurs autonomies et leur musicalité propre? Ah oui, je crois que ma collègue a raison. Les mots vont faire naître un enchantement. Et il faut que les phrases, elles tombent justes aussi et qu'on essaie de créer une histoire, de la raconter. Et comme un conteur oral, autrefois, ils étaient nombreux en Limousin,
nos romans parlent aux gens. Ils y mettent leurs propres images, leurs propres films. Et nos personnages vivent avec ces mots et cette musique des mots. C'est formidable, oui, voilà. D'ailleurs, le titre, vous y êtes pas trompé, le titre de votre premier chapitre, c'est Quand le coucou chantera. Oui. Donc il y a ce chant-là aussi du coucou, mais chez vous, il y a ce chant de la nature aussi. Ah oui, cet oiseau que l'on ne voit jamais, que l'on entend au fond du bois, du grand bois. Et le petit garçon de Georges Flacassier, mon personnage, il va partir pour l'école lorsque le coucou fera entendre son chant moqueur. Voilà, mais c'est l'annonce aussi du printemps, le retour des hirondelles, la nature, les oiseaux. Oui, un enchantement, l'enchantement de tous ces chants, de cette musicalité des bois, de la nature. On retrouve chez vous, Gisèle Geller, cette idée d'enchantement, parce que l'imbécile, il est enchanté au premier sens du mot aussi. Il chante avec les mots et il a un rapport direct comme ça. Est-ce que vous aviez envie aussi, ou comment s'est imposé déjà ce personnage qui est presque un personnage d'enfant? Mon roman, je l'ai écrit pour répondre à un concours que je n'ai pas gagné. Un concours de roman qui était avec l'obligation d'écrire à partir d'une phrase qu'on attribue soit à Marcel Pagnol, soit à Mark Twain, qui dit « Ils savaient que c'était impossible à faire et pourtant, ils l'ont fait ». Et à partir de ce livre, j'ai créé ce personnage, je me demande si c'est lui qui m'a créé ou si c'est moi qui l'ai créé, parce que le mouvement de l'écriture, je ne sais pas comment il m'est venu, mais m'est venu cet imbécile. Et cet imbécile, effectivement, il a une facilité de jouer avec les mots. Et peut-être que son histoire, que je ne dévoilerai pas tout de suite, fait qu'il a envie d'exister et d'avoir un enracinement à travers le langage et les mots. Puisqu'on sait que le langage est souvent porté par la mère au début de notre propre vie, et que les racines sont importantes. Si on ne connaît pas ses racines, on ne peut pas avancer dans une histoire ou dans son histoire. L'image, elle est toute trouvée. Merci Gisèle Geller. Vous me facilitez beaucoup la tâche. Parce que cette idée de racine, Pierre Louty, chez vous, elle est très importante. Votre personnage, Georges Flacassier, il est enraciné dans un territoire, dans une famille, dans un siècle. C'était important pour vous de donner à ce roman, à votre roman, cette idée d'une fresque de tout un siècle avec cette image des racines. Ah oui, et puis je crois que sans racines, on ne peut pas avancer, voilà. Alors Georges, il a confiance en lui parce que il a les pieds, les sabots enfoncés dans la glaise, dans la terre, et il a vécu aux côtés de son père, le grand Louis, un formidable paysan, protecteur de la nature, un jardinier de la nature, une force aussi. Et puis un idéal de progrès, car la paysannerie a toujours apporté chez nous, en Corrèze, en Haute-Vienne, en Limousin, cette idée du progrès, de l'amour de la justice, et toujours de s'entraider, de s'enraciner dans cette fraternité humaine qui fonde la terre et le Limousin. Est-ce que pour vous, ce territoire que vous évoquez, et ce personnage, enfin ces personnages, ces familles, est-ce qu'elles convoquent des souvenirs qui vous sont propres? Ah, c'est-à-dire que je peux bien vous avouer que j'ai connu Georges Flacassier. Voilà. Bien sûr, j'ai romancé son parcours, ce parcours formidable qu'il a vu naître en 1920 jusqu'en 2019. Un siècle d'existence au service de la ruralité et aussi au service des autres, puisque Georges va devenir le maire de la Violette. Il va être porteur d'idées généreuses, sociales, au sein de l'école, et puis aussi pour favoriser le travail des paysans, développer la mutualité, le crédit agricole mutuel, toutes ces idéales de fraternité humaine. Et moi, je dis que
des Georges Flacassier, il en faudrait beaucoup de nos jours pour sauver la France et la sortir du marasme actuel. Pour vous, Gisèle Geller, est-ce qu'on manque d'imbéciles au sens de votre roman, de gens qui ont cette fantaisie et cette possibilité presque avec les mots de réinventer la vie? Je ne vais pas vous répondre directement parce que je vais faire une association. Quand vous me posez cette question, j'ai envie de vous répondre, on est toujours l'étranger de l'autre. Et je fais le saut jusqu'à mon histoire d'imbécile. On est toujours l'imbécile de quelqu'un. Et parfois, est imbécile celui qu'on ne croit pas. C'est-à-dire que mon imbécile, si je devais dire une conclusion sur ce livre, c'est que l'imbécile n'est pas obligatoirement celui que l'on croit. Et de mon point de vue, on est toujours l'imbécile de quelqu'un, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et j'ai aussi envie que mon livre puisse être lu comme un appel vers plus d'humanisme et qu'on s'enracine dans la terre qui nous a vu naître, mais qu'on s'enracine aussi les uns avec les autres dans une forme de chaîne d'union humaine. Et votre personnage, Gisèle Geller, votre personnage d'imbécile, il reçoit un matin une commande bien étrange basée sur la contrainte. Vous allez nous révéler dans quelques instants quelle est cette contrainte, mais est-ce que pour vous, la contrainte, c'est paradoxalement la liberté d'écriture? C'est un paradoxe qui me plaît bien. Je pense que nos vies sont des vies contraintes. Quelle que soit la vie que nous avons des contraintes. Mais la liberté que nous avons, c'est de faire de cette contrainte quelque chose qui soit libre de nos choix, de nos désirs et de nos envies. Alors l'imbécile, effectivement, vous avez raison, il a une commande littéraire faite par une association d'auteurs anonymes, les 3A, qui ont pour particularité d'avoir des membres dont les prénoms et les noms commencent par la même lettre. Et ils doivent écrire une encyclopédie particulière, laquelle encyclopédie, c'est une lettre, un mot, et le mot doit être défini qu'avec des lettres qui commencent par le même mot. Je vous laisse le soin peut-être. B comme bouchon, depuis le début de la foire, j'ai envie de dire B comme bouchon. Page 55, je vous laisse le soin de le faire, vous voulez que je le fasse? Ah, moi j'aime bien quand les auteurs lisent leur propre texte. B comme bouchon. Bien boire une bonne bouteille de Bordeaux, voilà une besogne que les bourgeois bien pensants bannissent en braillant de leur baise en ville et de leur besace des champs. Il est bien de boire sans baratiner, sans battage, benoîtement, comme un brave berger braconnier borgne et bossu qui boitille bredouille au bercail. Boire, bat en brèche le bégaiement et rend bavard sans bave ni bavure. Bien sûr, un brevet de beuverie peut bien être brocardé pour briser les buveurs et buter les bégueules, mais les bienfaits du breuvage sont bénis par les bigots et les bedeaux. Une balade dans le Bordelais, la bouche boudeuse sur le bord des bocs et des bouchons plein les blouses et les blazers, voilà qui brave blasphème et bobard boiteux, des bons bougres bourrés de bondieuserie. Ouf. C'est un peu l'idée, pour chaque lettre, de trouver cette contrainte oulipienne, mais ça représente 15% du livre. Le livre, c'est aussi autre chose que de faire une encyclopédie particulière. Le livre, c'est aussi une collection de portraits dont on va parler dans un instant, mais chez vous, Pierre Loti, on a toute une famille, tout un arbre généalogique. Et cette figure de l'arbre est extrêmement importante. Vous parliez par rapport aux racines, mais l'arbre, ce qui est beau, c'est qu'il se lève et qu'il va vers l'horizon. Est-ce que vous construisez votre roman comme on regarderait et on traverserait aussi une forêt d'arbres? Oui, tout à fait, parce que je crois que les anciens préparent le terrain pour l'avenir. Mon personnage principal, bien sûr, Georges Flacassier, il a eu le grand Louis, son père, mais il a eu aussi le grand-père qui allait aux foires en Masseret et qui a été attaqué par des brigands en retour, assommé. Et ça a été un drame pour la famille, puisque la grand-mère est devenue une lavandière au bord de la Briance, pour gagner son pain, pour survivre, alors qu'ils étaient déjà des paysans assez aisés. Donc, je crois que dans toutes les vies, il y a des drames, il y a des contraintes. Et par conséquent, j'ai essayé à travers l'histoire de cette famille, de montrer la vie sociale
et la longue marche vers le progrès. Voilà, parce que Georges va quand même connaître une belle vie, il va réussir, il rencontrera Isabelle, ils iront aux vendanges à Quessac-les-Vignes, sur les bords de la Dordogne, et puis l'année suivante, ils partiront du côté de Bergerac, et il y aura cette bouteille de vieux cognac qu'il débouchera 70 ans plus tard. Un parfum de nostalgie, bien sûr, mais aussi le respect de toute cette famille et confronté avec les pandémies, les fléaux comme Isabelle qui sera victime malheureusement de la tuberculose et qui réussira, qui sera sauvée grâce au sanatorium de Sainte-Fère, encore une création de la mutualité. Voilà. Et je pense que tous ces personnages vivent dans un monde difficile, âpre, mais avec toujours l'idée de l'espoir, de la petite lumière. Ils guettaient la lumière, voilà, la lumière de l'avenir. Et la présence, je le disais avant, de la nature comme une sorte de présence aussi permanente, avec cette idée de fresque. Est-ce que c'est un type de roman que vous appréciez particulièrement, Pierre Louty, les fresques? Est-ce que vous aviez des lectures passées de Romain Rolland, de Jean Giono, de Romain Gary? Qu'est-ce qui vous a nourri au départ? Ah ben, mon maître, c'est Victor Hugo. C'est Les Misérables. C'est aussi, Hector Malot, hein, Sans famille. Ce long parcours, ce long cheminement des anonymes, mais qui essaient de se faire une place au soleil. Voilà, Romain Rolland, Jean-Christophe, hein, tout ça, ça a été, on peut dire aussi Jules Vallès avec l'enfant. C'était un combat et bien sûr celui de la paix, parce que le XXe siècle a été le siècle de toutes les guerres, la Seconde Guerre mondiale, et ce combat pour la paix qui a été celui de notre jeunesse, bien sûr. Mais comment dire, j'ai été marqué aussi par le livre d'Henri Barbus, Le Feu, qui avait dénoncé justement l'enfer de Verdun, le drame connu par tous nos poilus, des jeunes qui avaient à peine 20 ans et qui tombaient en pantalon rouge dans les champs de blé d'or. Alors, je crois que ces fresques historiques, on pourrait dire sociales, sont pour la jeunesse d'aujourd'hui un gage d'espoir et une sauvegarde. On évoquait les écrivains qui ont nourri Pierre Louty. Gisèle Geller, vous, il y a notamment une romancière, mais d'ailleurs, et pas seulement romancière, dont vous parlez, c'est Colette. Et vous citez Colette à la fin du roman. Il pense souvent à un paragraphe, donc votre imbécile, de la grande Colette, l'un de ses auteurs préférés. Elle dit dans La Vagabonde, « Écrire, verser avec rage la sincérité de soi sur le papier tentateur, si vite que parfois la main lutte et renacle, surmenée par un Dieu impatient qui la guide, et retrouver le lendemain à la place du rameau d'or, miraculeusement éclos en une heure flamboyante, une ronce sèche, une fleur avortée. » Colette, Colette, la Corrèze, c'est Curmonte, et c'est sa fille Colette de Jouvenel, qui a été une femme, certes, qui a écrit des livres, qui était l'enfant belgazou de Colette, mais qui a été aussi une figure de la résistance. Et puis Colette, je ne peux pas passer à côté d'elle parce que j'ai été administratrice de la Société de Colette, qui se trouve à Saint-Sauveur-en-Puisé, pendant plus de 30 ans, adhérente depuis 35 ans et administratrice pendant des années. Et si on me dit, voilà, tu vas être sur une île déserte, il faut que tu emmènes un seul livre, je crois que j'emmènerai un livre de Colette, et je peux même vous dire lequel. Ce serait ce qu'on appelle les écrits du tard de Colette, le Fanal bleu. Et est-ce que vos lectures aussi ont été déterminantes dans le roman? C'est-à-dire que, est-ce que le roman que vous avez écrit, c'est le roman qu'en tant que lectrice, vous auriez souhaité lire?
Je suis incapable de répondre à votre question. Par contre, ce qui m'a donné en partie l'envie d'écrire celui-là, j'ai adoré le livre qui est La conjuration des imbéciles. J'ai trouvé cette histoire extraordinaire et j'ai une deuxième passion pour un livre qui a été écrit par Barico, qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais c'est l'histoire insolite. Le nom va me revenir, mais voilà. Et ça m'a donné l'envie de cet imbécile. Ce qui est intéressant en citant John Kennedy Toole. Océan Mer. Ah, Océan Mer voilà, de Barico. Voilà, j'ai adoré. En citant La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Exactement. Ce qui n'est pas évident avec cette figure d'imbécile, c'est de le rendre aussi attachant. Est-ce que ça a été compliqué dans la construction de... C'est une sorte de naïveté d'enfance, mais qui est touchante finalement. Est-ce que ça m'a été difficile de le rendre sympathique? Mais moi, il m'a été d'emblée sympathique. Comment on ne peut ne pas aimer un enfant qui est abandonné par sa mère? J'ai un métier de protection de l'enfance depuis 40 ans et une partie de ma vocation, de mon engagement sur le plan professionnel, c'est d'essayer au mieux de protéger des enfants qui ont des histoires difficiles, compliquées, avec des parents qui sont parfois défaillants, parfois absents. Donc mon imbécile, mais j'avais qu'une envie, dès le premier chapitre, moi, c'est de le prendre sous mes deux ailes, comme le docteur Loffman et le médecin légiste et le commissaire de police, le commissaire Léraud, deux ailes. Vous avez tous les deux un rapport très fort aux personnages. Vous campez un certain nombre de personnages. Pierre Louty, quand le livre est terminé et publié, est-ce que vos personnages continuent de vous accompagner, ou est-ce que l'idée, c'est de toute façon de les laisser vivre leur vie propre? On citait Hugo, c'est-à-dire de créer des archétypes et qu'ils aillent rencontrer leurs lecteurs et leurs lectrices. C'est-à-dire que nos personnages, dans tous les romans que j'ai écrits depuis une quarantaine d'années, ils sont encore bien présents. Jean Dumaquis, Léonard, dernier coupeur de ronces, et puis bien sûr Le secret de Catherine. Tous ces personnages et tant d'autres, L'ombre rouge, La fille de la meunière, ils m'accompagnent au quotidien. Ils forment un univers et peut-être même il arrive qu'ils se rencontrent, qu'ils se retrouvent au paradis des écrivains, des gens oubliés. Ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire. Et moi, j'ai été heureux de créer tous ces personnages, de les imaginer. Ils m'ont emporté bien au-delà de ce que j'avais imaginé quelquefois. Et je crois que c'est le plaisir de l'écrivain, justement, de vivre avec les héros qu'il a imaginés et de les faire aller et venir, même s'ils nous jouent parfois quelques tours. Ils vous jouent des tours au sens où des fois ils ne vous obéissent pas complètement, ou que l'histoire aussi, lors de la conception de l'écriture, vous surprend? Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? C'est-à-dire que lorsque nous commençons un roman, nous ne savons pas forcément où il va nous mener. La romance se prolonge avec, bien sûr, les personnages et des nouveaux qui apparaissent, des rencontres, chaque matin est une découverte lorsque j'écris un livre. Et disons qu'une idée nous vient, alors ainsi se raccroche l'histoire, elle va, elle vient, un peu comme la musique. Mais il y a aussi l'humeur du temps, la saison, tout ça, ça a une influence sur l'écrivain. Et je crois que nos personnages, il faut qu'ils soient bien réalistes, il faut qu'on les imagine bien réels et parmi nous, avec nous, voilà, tout simplement. Gisèle Geller, j'utilisais un mot avant, c'est le mot fantaisie. Parce que c'est un livre d'une incroyable fantaisie. On pense à Loulipo, à Pérec, à Queneau, mais à Marcel Aimé aussi, avec cette fantaisie qu'on ne retrouve plus guère. Vous avez véritablement créé une sorte de famille nombreuse, avec cette académie des anonymes. Quel rapport vous avez aussi maintenant avec ces personnages, et comment vous avez construit aussi parce qu'ils ont chacun un univers à eux?
J'ai eu envie de mettre dans ce livre, à travers les personnages qui sont nombreux, puisqu'il y a 26 académiciens et au moins 26 portraits, le commissaire, le médecin légiste, l'imbécile et la concierge de l'imbécile, Madame Castillo. Ça fait quand même une bonne palette de personnages. Je pense que les lectrices et les lecteurs qui ont lu mon livre et qui me connaissent me disent on te retrouve à chaque personnage. C'est-à-dire que dans chaque personnage, il y a un peu de mon histoire. Voilà, alors ceux qui me connaissent peuvent trouver des endroits où je me trouve, mais il y a aussi des choses totalement inventées. Et je crois que le plaisir que j'ai et que les écrivains, je pense, ont, c'est de pouvoir avoir cette liberté d'écrire des personnages, de les décrire comme l'envie et le désir nous le guident. Oui, parce que je ne l'ai pas forcément encore précisé, mais c'est vos romans, celui de Pierre Loutier et de Gisèle Guellert, il y a vraiment un plaisir premier de lecture avec ce genre évoqué chez vous, Gisèle Guellert, qui est celui du policier, de l'enquête. C'est-à-dire que nos premiers aussi souvenirs de lecture d'enfance, que ce soit Agatha Christie, que ce soit Simon, c'est qu'on a le plaisir d'aller jusqu'au bout pour enquêter avec les personnages principaux. Il y a ça aussi, c'est-à-dire c'est le livre de quelqu'un qui aime avant tout lire et traverser les pages. Oui, tout à fait. J'espère que les lecteurs et lectrices auront ce bonheur-là de pouvoir dire on a envie d'aller jusqu'au bout pour savoir, parce que la contrainte, un xylophone avec que des X et Yol avec que des Y, c'est juste pas possible. Il a bien fallu que je fasse quelque chose. Alors j'ai assassiné les 2 membres de l'Académie X et Y, ce qui m'a exonéré de trouver pour mon encyclopédie une définition à ces 2 mots avec des X et des Y. Pour autant, le livre avance jusqu'à la lettre Z. On n'en dira pas plus. Et c'est un livre à tiroir. Je vais ouvrir un seul tiroir, parce que les autres tiroirs, vous les ouvrirez vous-même. Mon imbécile, il a un prénom, il s'appelle Adam. Lettre A. Adam, c'est le nom du premier homme. Le premier homme, c'est un roman d'Albert Camus. Albert Camus, lettre A. Albert Camus, on a trouvé le livre, Le premier homme, dans la sacoche d'Albert Camus lorsqu'il s'est écrasé avec le véhicule de Gallimard contre un platane en rentrant de Bourgogne. A comme accident. Et vous avez, ne serait-ce que dans ce tiroir-là, les 3 A de ma société des auteurs anonymes, de l'association des auteurs anonymes, les 3 A. Adam, Albert Camus et l'accident. Il y a, ce qui me plaît d'autant plus, c'est qu'il y a toute une mythologie de la littérature qui est convoquée avec ces académiciens. La littérature, c'est donc aussi un formidable réservoir d'histoires qu'il faut continuer à se raconter. J'ai essayé de faire en sorte que mes académiciennes et mes académiciens soient des pans de la littérature. Il y a un féru de l'époque médiévale, il y a celui qui va avoir fréquenté dans mon livre Umberto Eco. Il va y avoir le spécialiste de la gastronomie. Il va y avoir une femme qui écrit des livres pour la collection Brodquin, des amours sous les palmiers. Et voilà, il va y avoir une description du type littéraire, de types de littérature différentes, qui fait un tour, pas complet, parce que la littérature est un monde immense, mais un grand tour sur ce que le milieu littéraire peut apporter. Pierre Loutier, votre titre, Les Vendanges de l'amour, interroge aussi la manière dont on est inspiré, dont l'écriture sédimente en soi. Vous écrivez au milieu du roman, votre narrateur, ce serait pour eux les vendanges de l'amour. L'amour leur avait été donné dès leur enfance. Ils avaient traversé des périodes difficiles. La terrible maladie d'Isabelle, les chantiers de jeunesse et le maquis de la tour Jeannette pour Georges. Ils avaient aussi appris par la voix si douce d'Albert Renaudy qu'ils ne pouvaient pas espérer avoir un enfant pour égayer plus tard leur vieillesse. Puis il y avait eu ce petit échec aux élections municipales. Cette idée que quelque chose doit vendanger et qu'il y a un temps aussi pour tout, est-ce que ça correspond à votre manière d'écrire? C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné laisser les choses se faire et que le livre travaille un peu en soi? Moi, je crois que la vie est un combat. La vie, elle est faite d'échecs, elle est faite de réussites. Mais le courage des hommes peut renverser parfois des montagnes. Et la vie de Georges Flacassier montre bien cela, c'est-à-dire qu'après l'échec, en raison
des idéologies qui s'affrontaient dans les années 50. Georges a su surmonter ce contraste et rassembler les hommes autour de projets généreux. Alors, je pense que il faut dans tous nos livres beaucoup de sentiments très simples, des sentiments humains, l'amitié, l'amour, bien sûr l'entraide, et cette solidarité de la chaîne humaine. Voilà. À l'école du malheur, Georges avait été instruit, bien sûr, comme disait Adrien Pressman, mais je crois que sa vie a été belle parce qu'elle lui a permis de rencontrer Isabelle, plus tard Colette. Donc, il y a 2 femmes dans sa vie. Il y avait un petit secret dans la vie de Georges. Et cette générosité, cet amour des femmes, cette amitié pour les hommes, c'est ce qui guide ma vie aussi, parce que dans un monde où l'égoïsme, la solitude et parfois la haine se développent, il faut bien un petit peu d'émotion sentimentale. Voilà. On parlait pendant le confinement, le premier notamment, de la littérature comme d'un bien essentiel. Gisèle Geller, à eux comme essentiel, vous avez cette très belle phrase « Écrire est essentiel, une énigme d'envergure, un enjeu ». L'idée que l'écriture reste une énigme quand on a écrit son premier roman, est-ce que ça reste toujours aussi mystérieux et énigmatique que d'écrire un livre ? Je crois que oui. J'aurais envie de vous répondre et je pense que oui. L'écriture est une énigme. C'est un enjeu parce que qui est lettré, ce qui nous sépare de l'animal, c'est le langage parlé. Et si les êtres humains étaient en capacité de se parler, on peut avoir l'espoir comme essentiel de dire que l'humanité serait peut-être moins à feu et à sang. Gisèle Geller, Pierre Louty, merci beaucoup. Merci à vous. Gisèle Geller, on vous retrouve sur le stand L5 pour votre roman L'imbécile et l'encyclopédie aux éditions Brandon. Pierre Louty, on vous retrouve sur le stand L6, Les vendanges de l'amour aux éditions de la Vétizou.